Bonjour et bienvenue à tous pour ce dialogue qui s'intitule D'un château à l'autre, décor Bellifontaine au château de Chantilly, et pour lequel nous accueillons Mathieu Deldic, conservateur du château de Chantilly, et Oriane Beaufils, conservatrice, d'accord, conservateur au château de Fontainebleau. Ah oui, moi aussi je l'ai éteint. Désolée. Bon. Bonjour à tous, merci de... Ça marche vraiment ça ? Oui, bon. Bonjour à tous, merci d'être là dans cette belle chapelle de la Trinité pour parler, non pas de la seconde mais de la première école de Fontainebleau. Alors comment commencer cette conférence ? Eh bien sûr en vous parlant de l'école de Fontainebleau, cette synthèse de la Renaissance italienne, ce laboratoire de la Renaissance française qui se caractérise par les plus grands décors connus, enfin existants, de la Renaissance en France. Ce sont des décors à fresques, en stuc, et on assiste à Fontainebleau véritablement à un moment d'histoire de l'art qui mêle des innovations techniques, la fresque et le stuc, qui ne seront en fait quasiment pas réutilisés en Italie par les suites, des innovations iconographiques, l'utilisation de sources extrêmement variées pour présenter une sorte d'histoire mythologique qui se lie très étroitement à la monarchie des Valois, et une histoire également stylistique, puisque c'est la création d'un foyer unissant la France et l'Italie. Donc les grands décors de l'école de Fontainebleau, ce sont bien sûr la galerie François Ier, la salle de bal, et cette salle de bal, eh bien, elle va connaître une sorte de seconde renaissance au moment finalement où on découvre, où on crée ce mot, cette expression d'école de Fontainebleau. Alors la première fois, c'est sous la plume d'Adam Bartsch en 1818 pour parler surtout des estampes, et puis au fil du temps, au fil du 19e siècle et puis du début du 20e siècle, on va parler d'école de Fontainebleau pour caractériser les fresques, les stucs, les compositions et les grands décors. Et alors cette école de Fontainebleau, donc, elle voit le jour, elle prend ce nom, et on va en restaurer l'un des fleurons, la salle de bal du château de Fontainebleau, qui va redevenir le lieu de fête qu'il a été à la cour des Valois, puisqu'en 1837, juste après sa restauration par Jean Allot, le Romain, colocataire d'Ingres et élève d'Ingres à la Villa Médicis, eh bien, le roi des Français, Louis-Philippe Ier, y marie son fils, Ferdinand Philippe, donc dans une salle de bal complètement restaurée et brillant de mille feux. Et quelques années auparavant, la comtesse de Boigne, une amie du roi des Français, eh bien, est dans la salle de bal lors d'un séjour de la cour et va découvrir les prémices de la restauration, puisque Jean Allot va présenter la restauration au roi Louis-Philippe. Et pendant que le roi Louis-Philippe est avec son architecte, eh bien, la comtesse de Boigne raconte: Monsieur Allot, artiste distingué, avait préparé un échantillon de sa restauration des peintures du primatis pour le soumettre à l'approbation du roi. Pendant qu'il l'examinait, il nous confia à la gouverne de Monsieur le duc d'Aumale, alors âgé de 12 ans, et aussi parfaitement intelligent qu'il était beau. C'est donc la première rencontre du duc d'Aumale avec l'école de Fontainebleau. Alors, le duc d'Aumale, qui est-il ? Henri d'Orléans, duc d'Aumale, est le 5e fils du roi Louis-Philippe. C'est l'héritier des princes de Condé, qui va hériter en 1830 de Chantilly et de la fortune des princes de Condé. Et il va passer sa vie à collectionner. Ça va être le plus grand collectionneur de son temps en France, si ce n'est en Europe. Qui va être un grand amateur de la Renaissance française, grand amateur de tableaux, grand amateur de dessins, et il va reconstruire le château de Chantilly que vous connaissez, dans un style néo-Renaissance, justement, qui s'inspirait un peu, voilà, qui s'inspirait du petit château Renaissance que vous voyez au premier plan, construit au milieu du XVIe siècle par Anne de Montmorency et son architecte Jean Bulan. Et donc, il va reconstruire ce grand château que vous voyez à l'arrière-plan, dans ce style néo-Renaissance qui lui plaisait tant, qui était la grande époque de Chantilly, celle de l'époque d'Anne de Montmorency, mais aussi une grande époque de l'histoire de France qu'il aimait tant. Et quand il reconstruit ce château à partir de 1875, donc à la fin de sa vie, lorsqu'il sera vraiment
vraiment à la tête d'une collection très importante. Il va reconstruire ce château pour abriter sa collection, mais il va aussi s'inspirer d'un château qui lui était cher pour abriter sa collection, c'est le château de Fontainebleau. Et quand vous connaissez la porte d'entrée, le pavillon d'entrée du château de Chantilly, vous y reconnaissez la porte du baptistère du château de Fontainebleau. Donc à gauche, vous avez Chantilly et à droite Fontainebleau. Donc la porte du baptistère construite au tout début du XVIIe siècle à Fontainebleau pour le baptême du futur Louis XIII, donc entre 1601 et 1606, et qui va donner vraiment le motif du pavillon d'entrée de Chantilly. Il faut dire que d'ailleurs, cette porte du baptistère était très connue du duc d'Aumale lorsqu'il résidait ici à Fontainebleau. En fait, sa chambre, ses appartements donnaient sur cette porte du baptistère. Et de l'autre côté de la porte du baptistère prenait place au XVIIe siècle, cette fois-ci, l'appartement du Grand Condé, qui est une autre grande figure de Chantilly. Donc cette porte est centrale pour l'histoire de Fontainebleau, mais aussi celle de Chantilly. Si on continue... Et le duc d'Aumale connaissait l'école de Fontainebleau par Fontainebleau. Oriane a retrouvé une superbe citation où on voit que le duc d'Aumale a servi lui-même de guide au décor de Primatis. Mais il y a une autre résidence très importante dans l'Oise, à un quart d'heure en voiture de Chantilly, qui est l'abbaye royale de Chaly, grande abbaye au Moyen-Âge, qui a ensuite abrité le projet du cardinal Hippolyte d'Este, qui a fait appel pour le décor de la chapelle à Primatis. Et notamment, ce que vous voyez à l'écran, c'est en contrefaçade, c'est cette superbe annonciation et tout le décor de la voûte avec les évangélistes, etc. Un grand décor, un des seuls décors avec Fontainebleau dû à Primatis, conservé en France, et donc très proche de Chantilly. Et le duc d'Aumale était un invité, un habitué de Chaly, invité d'abord par Madame de Vatry et ensuite par Nelly Jacquemart, qui a fondé, comme vous le savez, le musée Jacquemart-André et qui l'a confié à l'Institut de France, tout comme le duc d'Aumale avait confié Chantilly à l'Institut de France. Donc c'est finalement un environnement bellifontain dans lequel va baigner le duc d'Aumale, et lorsqu'il va réunir sa collection de tableaux. Il y a très peu de tableaux de l'école de Fontainebleau, il faut le dire, dans sa collection que vous connaissez, une collection très très célèbre, notamment de grands chefs-d'œuvre de la Renaissance, que ce soit italienne ou française. Mais par contre, dans sa collection de dessins, qui est maintenant abrité au sein du cabinet d'art graphique de Chantilly, que nous avons aménagé depuis 2017. Au sein de cette collection de 4000 feuilles de maîtres, de 5000 gravures et de 2000 photographies, se trouve tout un fonds, connu et méconnu, il faut le dire, de dessins de l'école de Fontainebleau. On peut ici en admirer quelques exemples qui seront présentés en partenariat avec le château de Fontainebleau entre le 7 août 2021 et le début du mois de novembre, avec un catalogue qui vient juste de sortir, avec beaucoup d'illustres contributeurs, notamment ma voisine. Et puis, j'aperçois dans la salle quelques contributeurs qui nous ont aidés à ce projet. Donc, des feuilles très importantes, on va y revenir et les mettre en relation avec des décors, mais aussi des projets de pièces d'orfèvrerie, comme vous le voyez là, des projets aussi pour des harnachements de l'atelier de Niccolò Dalla Abate, des scènes romaines en camailleux, des dessins d'Étienne Delaune, de Jean Cousin, etc. Donc une collection qui permet de retracer l'histoire de ce courant stylistique depuis Primatis, on va y revenir, jusque finalement la deuxième moitié du XVIe siècle. Donc nous allons essayer de vous présenter les décors véritablement pour Fontainebleau des collections de Chantilly et de retracer les origines stylistiques de ces projets, tout ce qu'on peut lire en fait entre les lignes de ces dessins.
Alors, on commence par sans doute le plus célèbre de tous les décors, j'allais dire du monde, mais je suis un peu chauvine, la galerie François Ier. Alors, c'est un miracle, ce dessin de Chantilly, puisque pour ce grand œuvre qu'est la galerie François Ier, on ne dispose d'aucun dessin préparatoire. Vous le savez, c'est l'œuvre en grande partie de Rosso Fiorentino, qui arrive à la cour de France en 1530, appelée par François Ier, mais au centre de la galerie, eh bien, Danaé, elle, est créée par Francesco Primatis, qui est arrivé en France 2 ans plus tard et qui arrivait tout juste du Palazzo Te où il travaillait donc à Mantoue sous la direction de Giulio Romano. Et Primatis qui arrive en France en 1532, il a été formé par Giulio Romano qui est l'élève favori de Raphaël, c'est donc un CV absolument impeccable pour arriver à la cour de France et sans doute veut-il quelque part s'émanciper un peu des différentes influences qu'il a reçues. Voilà, il arrive en France, il a quitté Mantoue, l'objectif c'est le reste du monde finalement pour Primatis. Mais dans ses dessins de la première période, eh bien, on voit à quel point il est encore fidèle et à quel point il doit encore beaucoup à ses maîtres. Donc vous la voyez ici, là, Danaé de Primatis, sur ce superbe dessin de Chantilly. Vous voyez ici son adaptation en fresque, avec le cadrage est un petit peu différent. Il y a certains détails également qui ont changé. Et dernière traduction, si je puis dire, de Danaé, c'est cet extraordinaire projet en partie mené à bien, de tapisserie, de tenture, de l'intégralité de la galerie François Ier. Alors seulement 6 des compositions seront traduites en tapisserie, probablement offertes après le passage de Charles Quint en France en 1540. Et donc vous retrouvez la Danaé ici. Mais alors, d'où vient la Danaé? Quelles sont ses influences? Et en quoi, avec ce dessin, peut-on parler quelque part de première période de Primatis? Bien, tout d'abord, sur la forme du corps féminin, il est encore très fidèle à ce qu'il a vu à Mantoue et notamment la spectaculaire salle de Psyché, le Camarone du Palazzo Te à Mantoue, cette salle où Charles Quint va avoir un petit souper fin en 1530 et où il va rester plus d'une demi-heure, pour Charles Quint une demi-heure c'est long, à contempler la beauté des peintures de Giulio Romano. Et quand on regarde l'anatomie de la Danaé avec ses cuisses un petit peu charpentées, ses seins haut placés sur le buste, ses bras quand même légèrement dodus et puis ce profil, finalement on voit que sur cette manière de représenter la femme, il doit encore à Giulio Romano. Mais on le voit également dans le dessin. Quand on compare ici le visage de Danaé et celui de cette Victoire ailée passée récemment en vente, eh bien on voit que la technique de Giulio Romano n'est pas loin, que même la forme du visage, la manière de représenter là ces jolies boucles ondulées sur le devant de la tête, eh bien Giulio n'est pas loin. Mais il y a un autre homme à Fontainebleau très important qui ne manque pas d'influencer Primatis. Alors ça a été une grande source de débat. On s'est dit comment dater le dessin de la Danaé. On a voulu le dater après la mort de Rosso en novembre 1540 en se disant on ne pouvait pas faire cohabiter ces deux hommes sur un même chantier. La galerie François Ier était l'œuvre de Rosso et une petite phrase de Vasari a suffi à faire dire que c'était forcément un dessin qui datait d'après la mort de Rosso. Mais non, en fait, il y a fort à penser, d'autres l'ont dit avant nous, que Primatis, sur ce chantier, eh bien, malgré tout, a laissé la saveur de l'art de Rosso l'imprégner. Et on le voit de 7 à 77 ans, si je puis dire, puisque aussi bien sur ce poutot, et la petite figure du poutot ailé est très très proche de celui qui est en dessous du cartouche de l'éléphant fleur-de-lys dans la galerie François Ier, que sur, de l'autre côté de la pyramide des âges, cette vieille servante de Danaé, où on retrouve parfaitement ces visages un peu inquiétants, émaciés, avec le menton pointu et le nez pointu, ces vieilles figures enturbanées que l'on voit déjà dans les œuvres de jeunesse de Rosso, comme la Palla du mariage de la Vierge à San Lorenzo, ou alors un peu plus tard à Fontainebleau, on retrouve ce type inquiétant des vieilles dames de Rosso. Puis passons à un autre espace, et pour passer à cet autre espace, eh bien, on passe à une autre période. Primatis, en 1540, part à Rome. Il y va pour fondre les antiques du pape qui sont au Belvédère. Il faut imaginer le choc que c'est pour cet artiste de 36 ans d'arriver à Rome et de découvrir l'art de Michel-Ange. Alors bien sûr, il avait eu la leçon de Raphaël à travers Giulio Romano à Mantoue.
Mais la découverte de la chapelle Sixtine du Vatican, c'est absolument, probablement un choc et absolument incroyable pour lui. Et lorsqu'il revient, il va entreprendre un chantier extraordinaire, malheureusement aujourd'hui disparu, celui de la galerie du Lys. Quand on lit dans les sources la grande galerie de Fontainebleau, ce n'est pas la galerie François Ier, c'est la galerie du Lys. Elle faisait 150 mètres de long. Si on décidait de détruire le musée Napoléon du château de Fontainebleau, l'appartement Mérimée, la galerie des Fastes, eh bien vous auriez là toute une grande promenade sur laquelle se déployait un grand parcours racontant les histoires du Lys. C'est là qu'était cette fameuse galerie du Lys, dont vous pouvez voir une gravure d'Abraham Boss qui vous en donne une petite idée. Et sur le plan, je ne sais pas si ça fait quelque chose quand je fais ça, non, rien. Mais en fait, juste devant le jardin, la grande galerie que vous voyez là, eh bien, c'était la galerie du Lys. Et les créations, les créations du début de la galerie du Lys, de ces années 1540, elles reflètent de manière particulièrement forte l'influence de Michel-Ange. Vous le voyez, on change un peu de paradigme. Là, ce ne sont plus finalement ces figures de matrones romaines un peu charpentées, mais toujours assez gracieuses, pour lesquelles il reste quelque chose de la grâce de Raphaël. Là, ce sont des figures qui gagnent assez profondément en monumentalité. Il veut jouer avec sa primatis, il veut représenter le corps humain, les tendons, chaque nerf, chaque tendon, la musculature. Il veut jouer la science du raccourci, donc vous avez les pieds qui se retrouvent juste à l'avant du dessin. Les figures aussi sont beaucoup mieux, contraintes dans le cadre. Elles ne voguent pas dans un espace, elles sont contraintes dans le cadre. Ça leur donne un aspect très sculptural. Et on peut jouer au jeu des comparaisons. Là, quand vous voyez donc cet Endymion qui est endormi sur le genou de Sélénée, la Diane lunaire, eh bien, avec ce bras passé dans le dos, avec cette omoplate virile, eh bien, vous pensez au tombeau des Médicis sculpté par Michel-Ange à Florence. Vous pensez à ces inudis de la chapelle Sixtine, eux aussi, dont les omoplates sont particulièrement saillantes. Et là, on voit véritablement la leçon de Michel-Ange. Et puis, sur cet autre dessin, là, vous avez Vertumne et Pomone. Ça, c'est un thème bélifontin par excellence. Il faut se souvenir que Rosso et Primatis avaient travaillé ensemble au pavillon de Pomone, petite fabrique de jardin placée un petit peu plus loin que la grotte des Pins, dans le jardin, et dans lequel il y avait une représentation de Vertumne et Pomone. Vertumne et Pomone, c'est l'histoire de la métamorphose, l'histoire des jardins de Vertumne qui prend un nombre considérable de costumes différents pour tâcher de séduire Pomone, d'arriver à ses fins, et c'est en prenant l'apparence d'une vieille femme, Pomone va se laisser charmer par le discours de la vieille femme, et c'est ainsi qu'elle va tomber dans les bras de Vertumne. Les techniques les plus étonnantes sont parfois les plus fonctionnelles, n'est-ce pas? Et donc sur ce dessin de Vertumne et Pomone, vous retrouvez là encore cette monumentalité du corps, c'est ce bras qui manque presque un petit peu de féminité, ces grands drapés très englobants qui là aussi viennent de Michel-Ange. Donc on le voit, là sur la droite, vous avez cette figure avec ses pieds qui sortent, et puis cette figura serpentinata de Michel-Ange que vous voyez sur la droite. Et puis sur la gauche, on voit que l'influence de Michel-Ange, elle va toucher à tout ce que Primatis va entreprendre à Fontainebleau, et notamment un de ses projets les plus mythiques, l'appartement des bains, donc cette sorte de grand spa de la Renaissance placé au rez-de-chaussée de la galerie François Ier, et pour lequel vous avez cette spectaculaire Vénus dans les airs avec sa cuisse comme ça qui vous saute à la figure, si je puis dire. Mais finalement, Rosso n'est jamais tellement loin, et on retrouve dans ce Vertumne déguisé en vieille femme, un souvenir du dessin dont je vous parlais, dont on ne connaît qu'une copie, avec ses doigts crochus. C'est vraiment quelque chose de la sorcière de Walt Disney, dans la manière qu'a Rosso Fiorentino de représenter les vieilles femmes, qu'on retrouve dès ses œuvres de toute jeunesse à Florence. Donc on voit vraiment le lien entre ces œuvres, et vous voyez ici, si on reprend la servante de Danaé, cette figure de vieille femme que l'on trouve sur un tableau de Rosso conservé à Los Angeles, et puis notre Vertumne, on est finalement toujours dans la même typologie de femmes. Et puis la galerie du Lys connaît une forme de pause dans sa création, après la mort de François Ier en 1547, pour finalement ne se réveiller que quelques années plus tard, autour de 1555, juste après le chantier de la salle de bal, dont Mathieu vous parlera dans quelques instants. Et là, vous le voyez, on entre dans la
troisième période, le style a encore changé. Alors, on garde cette monumentalité michelangelesque, ces corps musculeux, il reste encore un peu quelque chose de ces coiffures alambiquées, sophistiquées du Palais du Thé et du temps de Raphaël, mais on creuse l'espace, on inscrit les figures dans un cadre narratif. Le paysage, la mer, le ciel ombrageux, on inscrit vraiment différents plans aussi dans l'espace, et puis il y a quelque chose de vaporeux, d'aérien, de nerveux qui se mêle au style, et ça vient d'ailleurs, ça vient de l'Émilie-Romagne et très probablement de Parmigiani, dont Primatis a pu découvrir un certain nombre d'œuvres. Quand on voit la chambre de la Duchesse d'Étampes à Fontainebleau, on se dit qu'il a quand même dû passer un petit coup d'œil dans l'église de la Steccata à Parme. On sait que des estampes de Parmigianino étaient présentes à Fontainebleau. Il a aussi été démontré qu'un dessin de nymphe de Parmigianino a inspiré une nymphe dans l'appartement des Bains. Si on mène l'enquête, Parmigianino n'est pas loin. Parmigianino, mais aussi un autre, cher à bien des gens dans cette assemblée, Niccolò dell'Abate, arrivé de Modène, artiste assez accompli, et qui va épauler Primatis dans la plupart de ses chantiers et aussi à la Galerie du Lys. Alors le dessin qui est conservé au château de Chantilly, il représente Ulysse et les sirènes. Ulysse qui doit résister absolument au chant mélodieux des sirènes. Alors vous le voyez, sur la gauche, vous avez Ulysse qui est ligoté au mât de son bateau, parce que si jamais il n'était pas ligoté, il serait complètement captivé, hypnotisé, je pourrais dire, par le chant de ces sirènes. Et pour être sûr véritablement qu'il ne succombe pas, eh bien, vous avez un de ces fidèles acolytes qui va resserrer les liens autour du mât pour être sûr que vraiment il reste bien à sa place. Et là, au premier plan, vous avez cette jolie ronde de femmes qui sont les sirènes. Alors, le dessin de Chantilly, c'est en fait une copie très ancienne et très proche de l'original, du dessin original, qui est conservé à l'Albertina à Vienne. Et on voit que l'artiste a vraiment voulu reproduire jusque dans la technique de Primatis cette lumière qui est disposée comme des petits vermicelli blancs comme ça qui indiquent le flot des vagues, le mouvement des corps. Donc c'est une technique assez ambitieuse. Et puis, ces femmes, cette ronde de femmes, c'est quelque chose que Primatis va reprendre à de nombreuses reprises. Alors, elles étaient déjà présentes dans les années 40, dans l'appartement des Bains. Là, vous avez le bain des nymphes de Diane, et vous en avez une qui est en train de montrer à Diane, c'est la cafeteuse, que Callisto est enceinte, qu'elle n'est donc pas une nymphe pure. Et puis, vous retrouvez toujours cette ronde de femmes dans un des plus beaux chantiers du monde, celui de la salle de bal avec la ronde des grâces qui se tiennent par la main. Et vous retrouvez, il y en a toujours une qui tourne la tête, comme ça on voit bien le mouvement de la nuque. C'est quelque chose de sans doute de très cher à Primatis. Et puis, dernier dessin conservé à Chantilly concernant la Galerie du Lys, c'est cette chute vertigineuse de Minerve. Neptune est absolument déchaîné, il faut calmer la tempête et Minerve fait une chute vertigineuse vers cette scène. Et là aussi, eh bien, on pense au jugement dernier de Michel-Ange, à ces chutes de personnages qui semblent vous tomber sur la tête, quelque chose qu'il avait déjà vu à Mantoue, mais qui est évidemment très 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 développé après avec l'influence de Michel-Ange. Et puis dernier décor que je commence à vous présenter ici, c'est celui du cabinet du roi. Lui aussi, c'est un décor disparu. C'est ça le drame de Fontainebleau. Il y a tant de choses qui ont disparu. Peut-être même encore des décors qu'on ne connaît pas vu le nombre de dessins qui subsistent et qui semblent avoir été créés pour des lieux spécifiques. Le cabinet du roi, eh bien, il était situé à l'emplacement actuel du cabinet du Conseil. Vous savez, celui qui est décoré de décors de boucher, d'un décor Louis XV, sous le règne de Louis XV. Et on y trouvait des armoires dont les vantaux étaient peints en camaïeu avec des figures de souverains et de vertus les accompagnant. Donc là, vous trouvez rien de moins que François Ier sous les traits de Jules César. Et vous avez juste à côté eh bien, la reprise du motif de Primatis par Bartolomeo da Miniato, dont on sait qu'il a peint cette armoire, et qui est conservée au musée du Louvre. Et je vais laisser la parole à Mathieu, qui va vous présenter d'autres confluences. Alors voilà, ce qu'on peut voir, c'est que les dessins de Chantilly illustrent vraiment tous les grands décors de Fontainebleau, la galerie François Ier, la galerie du Lys, le cabinet du roi, on va le voir aussi la salle de bal, des dessins qui ont été achetés par le duc d'Aumale auprès de grands collectionneurs de son temps, Frédéric Rézé, Hippolyte Détailleur, des dessins avec un superbe pédigré et surtout qui nous permettent de revenir aussi aux sources et finalement aux gestes artistiques de ces grands artistes bellifontins et notamment Primatis. Alors avec François Ier en Jules César,
évidemment, là, on pense à la mère de François Ier, Louise de Savoie, qui appelait son fils Mon César, hein, qui le considérait comme son empereur, etc. Et ce dessin vraiment exprime parfaitement l'identification du roi avec l'empereur romain. Et alors, cette pose, tout à fait caractéristique, Primatis ne l'a pas inventée. Il s'est inspiré, il a adapté évidemment depuis des grands modèles italiens, notamment les soubassements des chambres du Vatican, hein, peintes par Raphaël et son atelier, notamment Giulio Romano. Donc là, vous voyez la filiation, hein, Primatis, élève de Giulio Romano, et donc élève d'un des grands tenants de l'atelier de Raphaël. Et donc on retrouve ces figures tout à fait monumentales avec ce travail de la lumière et puis ces gestes un peu très très marqués. Et puis si on continue la comparaison, là aussi pour retrouver un peu une sorte d'arbre généalogique des motifs et essayer de comprendre comment on parvient à ces formes-là et ces gestes-là, eh bien évidemment on pense à l'antique, parce que Primatis est quelqu'un qui regarde l'antique, quelqu'un qui va fondre l'antique pour François Ier, avec les grandes fontes des années 1540 qui sont aujourd'hui ici. Vous avez le Laocoon, évidemment, qui, avec son buste un peu détaché comme ça en avant, peut a pu inspirer Primatis. Vous avez évidemment Michel-Ange avec le Christ du jugement dernier, avec ce bras en l'air, hein, qui évoque un peu celui de Primatis. Vous avez Perino del Vaga, c'est en bas à droite. Perino del Vaga est un autre grand élève de Raphaël qui, après les chantiers du Vatican, lui va travailler à Gênes pour l'amiral Andrea Doria. Et c'est de la loge des héros qu'est tiré ce héros un peu déhanché, le bras au-dessus de la tête, qui là aussi évoque, c'est pas textuel, vous voyez, c'est une inspiration parfois peut-être même indirecte qui a pu vraiment influencer notre Primatis. Et ensuite, Primatis aussi s'autocite, parce que finalement, ces répertoires de motifs, ces répertoires de modèles, ils sont réutilisés. Hein, ça, c'est classique dans la création artistique de la Renaissance. Et pour l'un des écoinçons de la salle de bal, c'est ce que vous voyez tout en haut à droite, pour le Parnasse, avec Apollon au centre, jouant de la musique entouré des muses. Vous voyez que la position de l'Apollon reprend celle de Jules César. Donc voilà, il y a une sorte de grande série qui se dessine et que nous pouvons voir dans la salle de bal, qui est le dernier chantier que nous allons aborder pour Fontainebleau. Cette salle de bal qui, comme vous le savez, a été commandée à la fin du règne de François Ier, lorsqu'il va s'investir ici, qui était une loggia ouverte vers l'extérieur, et puis la météo Bellifontaine œuvrant, je dirais, Philibert Delorme l'a transformé en salle fermée avec un grand plafond à caisson, et néanmoins on va garder de cette touche italienne par le décor à fresque commandé à Primatis entre 1552 et 1556 et qui va être en partie peint aussi par un grand artiste qui va le seconder, qui est Niccolò dell'Abate. Et si on reprend là aussi la genèse, peut-être même du décor dans son ensemble, ce décor de cette salle de bal, déjà, il faut dire que c'est l'une des premières salles de bal permanentes de l'histoire de France, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'auparavant, comme vous le savez, et même après, les bals, les fêtes, les banquets, les mascarades, tout ce que Oriane Beaufils va nous expliquer l'année prochaine dans cette grande exposition consacrée à l'art de la fête à la Cour des Valois, eh ben, ces fêtes prenaient place dans des décors éphémères. Et puis on va avoir petit à petit, durant le XVIe siècle, le besoin d'établir une salle de bal permanente. Le bal est un outil politique qui va vraiment être au service de la monarchie des Valois, un outil de concorde, d'unité dans cette deuxième moitié du XVIe siècle, déchirée entre catholiques et protestants. Et pour établir le modèle de la salle de bal, là aussi on va regarder non seulement celui des grandes salles médiévales
françaises, Poitiers, Bourges notamment, mais aussi des grands décors italiens. Et si on regarde la diapositive, on s'inspire d'une part de la Villa Farnesina à Rome, et notamment de cette loggia qui donne vers l'extérieur. Ça vous fait penser au début de notre histoire dans la salle de bal de Fontainebleau, décorée pour Agostino Chigi à la fin de la vie de Raphaël, à la fin des années 1510, pour notamment célébrer son mariage qui va avoir lieu en 1519 avec une humble servante de Venise. Et cette loggia est décorée de scènes mythologiques avec le banquet d'Amour et Psyché, avec des figures mythologiques dans les écoinçons. Donc une sorte de décor qui évoque l'usage de la pièce et un décor mythologique. C'est ce qu'on va trouver aussi à Mantoue avec Giulio Romano qui, pour Frédéric Gonzague, va peindre ce fabuleux palais du thé dont l'un des décors les plus fameux est celui de la chambre de la salle de Psyché que vous voyez ici, là aussi avec ces compartiments, ces écoinçons qui sont habités de scènes virevoltantes, et puis une sorte de correspondance entre les banquets, les festins, les fêtes, les danses, la musique que nous voyons sur les murs et ce qui va se trouver à l'intérieur de l'espace. Alors à Fontainebleau, on va s'inspirer de tout cela, et évidemment, si on reprend les dessins, ce qui est un peu le cœur de notre sujet, nous avons la chance, contrairement à la galerie François Ier, comme le disait Oriane, il y a très très peu de dessins conservés. Pour la salle de bal, il y en a 25. 25 dessins conservés de différentes typologies. Ça va être des petites esquisses à la pierre noire, ça va être des grands dessins à la sanguine qu'on appelle des modélistes, c'est-à-dire des dessins achevés, raffinés, qu'on pouvait présenter aux commanditaires et qui servaient ensuite à tracer des cartons et ensuite à peindre à fresque les décors. Alors si on s'intéresse particulièrement aux écoinçons, vous avez des écoinçons qui sont préparés par des dessins conservés à Chantilly, des dessins extrêmement importants avec un très beau pédigré, qui sont passés par les collections Crozat, Mariette, ensuite chez le duc d'Aumale. Donc vous voyez des grands dessins à la sanguine, une technique qui est très italienne, il faut le dire, notamment qui va être adoptée par Raphaël dans sa période romaine, par Michel-Ange aussi, mais aussi notamment quand on voit ces dessins très gracieux avec ces accents de lumière, je dirais. On pense à Parmigianino, c'est-à-dire au Parmesan, cet artiste de l'Émilie-Romagne, actif notamment à Modène. Évidemment, il va aussi travailler à Rome. Et on a une sorte de grâce, de jeu de la lumière et des ombres, le modelé aussi, c'est-à-dire l'estompe de la sanguine qui évoque l'art du parmesan. Alors cet écoinçon, il est préparatoire, ce dessin est préparatoire à l'écoinçon de Cérès ou des moissons, c'est-à-dire que dans cette salle de bal, le programme iconographique qui s'inspire de scènes mythologiques et comment dire, là aussi en correspondance avec ce qui se passe dans la salle. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans une fête? Eh bien, on mange et on boit. Et donc, on commence par cela, c'est-à-dire qu'on va manger du pain et boire du vin. On verra plus tard l'autre écoinçon en face qui concerne le festin de Bacchus, c'est-à-dire le dieu du vin. Et quand on a le ventre bien rempli et la gorge bien arrosée, eh bien, on peut s'adonner au plaisir de l'amour, de la danse et l'harmonie. Tout cela est facilité. Alors ici, on a Cérès et toute sa troupe. Si on revient précédemment, vous avez la récolte du blé en bas, et puis si on passe petit à petit en haut, eh bien, vous avez les boulangers qui enfournent vigoureusement les pains qui sont à l'arrière-plan. Alors, ce qui est intéressant au-delà de l'iconographie, au-delà de la technique, c'est aussi les motifs. Et ce dessin permet là aussi de retracer un peu le processus créatif de Primatis dans les années 1550. Si on s'attarde par exemple à la figure qui est tout à droite, qui est au cœur de cet écoinçon, on a ce torse musculeux de ce jeune homme qui est en train de porter des gerbes de blé.
Eh bien, ce motif, qui n'est pas anodin, vous l'imaginez, en fait, il est tiré de l'antique. Et ce que vous voyez tout à droite, c'est l'Apollon Citharède, qui est aujourd'hui au Musée national d'archéologie de Naples, qui est un antique qui était visible à Rome, à la Villa Sassi, et qui a été copié d'une part par le Parmesan, c'est le dessin que vous avez à gauche, juste à côté de l'antique, et puis aussi par Michel-Ange, c'est le dessin que vous avez au centre. Et donc Primatis n'a peut-être pas eu accès directement à l'antique, mais il a sans doute eu accès, non pas au dessin de Parmesan, mais au dessin de Michel-Ange copiant l'antique. Vous voyez, l'influence de l'antique peut être indirecte, et notamment via le dessin. Le dessin est un outil formidable qui permet de voir le geste créatif de l'artiste, mais qui voyage aussi, et donc qui permet à des artistes de s'inspirer d'autres artistes. Et on sait que Michel-Ange avait confié à son élève, enfin un de ses élèves préférés, en 1531, l'envoi de 2 caisses de dessins ici à Fontainebleau, enfin à la cour de France, et on imagine que ce dessin, qui est aujourd'hui au Louvre, évidemment, ce dessin pouvait participer de ces envois de dessins commandés par François Ier pour nourrir finalement ces artistes bellifontins. Oriane l'a dit, Primatis est allé lui aussi à Rome à plusieurs reprises, en 1540, en 1546, etc., et a pu rencontrer François Ier. Et là aussi, a pu rencontrer Michel-Ange, et il a pu avoir des échanges de dessins aussi à ce moment-là. Donc il y a soit l'envoi de 1531, soit les voyages de Primatis qui ont pu permettre aux 2 artistes de discuter, et notamment à Primatis de rechercher cette matière si précieuse qui sont les dessins de Michel-Ange. Un autre motif tiré de cet écoinçon, c'est cette dame courbée qui est en train de récolter le blé, qui a fait l'objet d'un dessin que vous trouvez, qui était à l'école des Beaux-Arts, un dessin préparatoire à cet écoinçon de Chantilly. Et ce motif, là encore, est tiré de Michel-Ange. Vous avez cette feuille qui est aujourd'hui à Haarlem, où on a des esquisses, vous voyez, très, très rapidement tracées à la plume et à l'encre de Michel-Ange, qui, là aussi, a vraiment inspiré Primatis, là, c'est certain. Donc on a finalement ce décor on va y revenir, de la salle de bal qui est éminemment michelangelesque. Si on regarde ensuite tout en haut, notamment tout en haut à droite, vous avez ces boulangers là, qui portent des plats contenant les pains qui ne sont pas du tout naturels, avec ce coude bizarrement placés qui portent les pains, et ben ils sont tirés du plafond de la chapelle Sixtine peint par Michel-Ange, notamment les ignudi, les fameux ignudi, c'est donc ces hommes nus complètement désarticulés qui sont des prodiges de la représentation du corps masculin à la Renaissance, et qui vont fortement marquer le Primatis, comme vous le voyez ici. On a le même geste avec le coude qu'on retrouve à Fontainebleau via le dessin de Chantilly. Si on continue, de l'autre côté de cet écoinçon, et maintenant on va regarder du côté de Raphaël. Du côté de Raphaël et de la Villa Farnesina qu'on a vu tout à l'heure, avec cette nymphe, cette divinité féminine non identifiée, mais néanmoins très, très gracieuse, qui est appuyée sur l'extrados de l'arc. Et là, on est tiré d'un modèle de Raphaël et de son atelier, peint sur un des écoinçons de la loggia de Psyché à la Villa Farnesina. Donc, notamment ce geste où la divinité se retourne gracieusement pour s'appuyer sur l'arc. Donc, une autre grande influence reprise par Primatis. Vous voyez, rien n'est gratuit et tout motif peut... en tout cas pour un grand nombre d'entre eux, mais on imagine qu'il y a encore bien d'autres significations qui se cachent derrière ce dessin. Tout peut être expliqué et être replacé dans une généalogie de motifs. Alors si on part en face dans la salle de bal, on est du côté du vin cette fois-ci, avec cette troupe joyeuse autour de la table de Bacchus,
Bacchus qui est tout en haut, hein, vous voyez, le dieu du vin. Donc ce superbe dessin là aussi qui est à Chantilly, qui a été acheté par le duc d'Aumale, et donc qui est préparatoire à la fresque qui est ici, un peu abîmée, on vous l'accorde, mais là aussi, si quelques mécènes se trouvent dans la salle, nous sommes toujours intéressés enfin, Oriane est toujours intéressée pour essayer de relancer la restauration de cette salle inouïe. Et si on se focalise sur Bacchus, cette fois-ci, voilà, ce personnage qui est à gauche, vous voyez, il reprend la pose, la frontalité, la majesté de l'Apollon du Belvédère, fondu par Primatis pour le compte de François Ier. Et donc là aussi, il n'y a pas de hasard. On est une petite dizaine d'années après la fonte de cet Apollon, et la matière première antique, mais via les fontes de Primatis, a servi à l'imagination, à la création de la salle de bal de Fontainebleau. On peut aussi s'inspirer d'un tableau fameux qui ornait la galerie François Ier de Fontainebleau, qui montrait Mars enfin Bacchus et Vénus, qui est aujourd'hui au musée du Luxembourg, et qui a pu inspirer là aussi Bacchus. Donc là aussi des jeux d'autocitation très, très, très intéressants. On retrouve aussi avec ce petit Angelot, ce petit amour sur une lionne, là aussi qui a pu reprendre Primatis. Et puis, pour finir notre tour d'horizon des dessins de Chantilly concernant les décors bellifontins, on va quitter malheureusement le château de Fontainebleau, mais on y est si bien, pour aller du côté du duc de Guise, c'est-à-dire un des grands noms de la cour de France, grand commanditaire là aussi, qui va commander pour son hôtel parisien, l'hôtel de Guise, une chapelle à Primatis. Cette chapelle, vous la voyez ici complètement remaniée, hein. C'est maintenant l'hôtel de Soubise à Paris, là où se trouvent les archives nationales, et on aperçoit de l'extérieur, à l'étage, l'emprise de la chapelle commandée par Claude de Guise auprès de Primatis. Et le dessin de Chantilly, vous le voyez ici, il figure une superbe ronde d'anges montrant l'étoile de Bethléem, hein, qui devait être préparatoire à la fresque du plafond de cette chapelle du côté de l'autel. C'était toute une chapelle sur le thème des rois mages, de l'étoile du berger, avec plusieurs dessins qui sont conservés et qui sont exceptionnels. Ici, on voit une sorte de nuée, de serpentine aussi, ou de jambes d'anges qui s'entrecroisent, qui s'entremêlent, avec un travail de la sanguine extrêmement abouti, avec cette craie au centre qui attire la lumière et qui attire le regard. Et donc voilà, c'est un des plus beaux dessins de la Renaissance française, il faut le dire. Donc destiné à cette chapelle, malheureusement, vous l'avez compris, le décor à fresque a disparu, mais nous conservons d'autres dessins, hormis celui de Chantilly, celui qui est ici, qui était plutôt sur une autre partie du plafond, pas du côté de l'autel, et puis sur les parois, il y avait les rois mages sous les traits de la famille de Guise, hein, tout ce clan si important dans la deuxième moitié du XVIe siècle en France, avec ici ce superbe éléphant qui vous accueille. Si tous ces dessins que nous avons avec Oriane exposés dans cette petite conférence seront visibles et pourront être admirés à partir du 7 août prochain au château de Chantilly, hein, pas très loin d'ici, que vous soyez de Fontainebleau, de Paris, de Taverny, n'hésitez pas, c'est très très proche. Du début du mois d'août à novembre, on va pouvoir montrer ces dessins de Primatis, mais aussi toute l'école de Fontainebleau via les dessins de Chantilly, donc Niccolo Dall'Abatte, Cousin, évidemment, Étienne Delaune, notamment aussi, des dessins d'orfèvrerie, des dessins de fête, des décors
pour des fresques, des manuscrits aussi, des livres d'or fameux, notamment celui du connétable de Montmorency, pour montrer que, évidemment, les fresques sont des témoignages inouïs, mais pour essayer de retracer, de rentrer dans le geste créatif de ces fabuleux créateurs de la Renaissance française, le dessin, rien de tel que le dessin en quelque sorte, et notamment ceux de Chantilly. Voilà. En tout cas, on vous remercie de votre attention. On est à votre disposition si vous avez quelques questions. Et le catalogue est déjà en vente dans la librairie du Château de Chantilly. Merci beaucoup de votre attention.